Angular 20 vient de sortir et tu te demandes si ça va impacter tes projets ou non. Dans cette vidéo, je te fais un overview de toutes les nouveautés. Je vais te montrer aussi des exemples dans le code et ça va te permettre de savoir est-ce que tu es content de cette nouvelle version ou pas. Et spécialement pour un certain point qui pose problème, je trouve. Bon allez, c'est parti. À savoir que dans cette vidéo, je me base beaucoup sur le site Angular Can I Use qui est un super projet créé par Jérôme qui en fait te montre les différences qu'il y a entre une version majeure et une autre et ça te permet de voir facilement les améliorations qu'il a eu, les évolutions qu'il a eu d'une version à une autre. Donc voilà, ça c'est un projet que je te recommande si tu veux aller plus loin et voir plus en détail. Allez, maintenant on commence avec le control flow. Il faut savoir que le ngIf, ngFor, ngSwitch, donc c'est directives structurelles, et B, elles passent deprecated officiellement. Donc ça, l'impact que ça va avoir sur ton projet, il va être quand même assez important. Tu vois ici, je suis sur un projet en Angular 19 et j'utilise des ngIf, ngFor et tu vois qu'il n'y a pas de problème, mon I2 il râle pas. Par contre, si je vais sur un projet Angular 20, alors là tu vois que tout est barré parce que tout est deprecated et le plus important, c'est tu vois quand je passe la souris dessus, il y a marqué ngIf is deprecated, voilà en version 20, utiliser le bloc @if en fait du nouveau control flow, pas de problème, et il y a marqué intent to remove in V22, c'est-à-dire que dans un an potentiellement, tu ne pourras plus faire tes ngIf, tes ngFor, tout ça, parce que ça aura disparu en fait totalement d'Angular. À savoir que jusqu'à Angular 19, tu avais une schématique qui te permet de migrer vers le nouveau control flow très facilement. Là, je faisais ngGenerate, Angular Core, control flow, je fais ça, et tu vas voir que ici, ça va refactoriser mon code, et tu vois que là, on utilise le nouveau control flow. Il faut savoir qu'en Angular 20, ce n'est plus possible, il n'y a plus cette schématique. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire un ng update pour passer de la version 19 à la version 20, en fait, ça va automatiquement exécuter l'équivalent de la schématique que tu viens de voir et ça va enlever tous tes ngIf, tes ngFor. Donc tu l'as compris, il faut arrêter d'utiliser ngIf, ngFor, ngSwitch et ça, je t'en parlais déjà dans Refactoring Angular dans le chapitre passé au nouveau control flow. Allez, maintenant, il faut savoir que les API des signals sont fully stable. Là, tu vas voir donc plein d'éléments qui sont passés en stable, des features qui sont passés en stable, dont justement les signals effects. Les effects, ils existent depuis très très longtemps et ils n'étaient toujours pas considérés comme stables. Et là, c'est enfin le cas et je vais te montrer des exemples d'utilisation. Je te montre ici un cas d'utilisation fait avec l'ancienne manière. J'ai un produit et j'ai un product form. Et dès que l'input en fait il arrive, je veux tout simplement remplir le formulaire avec les informations du produit. Mais je veux aussi que lorsque le produit change, on re-remplisse le formulaire. Pour ça, j'utilisais avant ngChange et cette syntaxe ici pour vérifier qu'il y avait un changement. Mais franchement, cette syntaxe ngOnChange, c'est pas la plus pratique. Maintenant, dans les nouvelles versions, on va faire différemment. Déjà, on va utiliser ce qu'on appelle un signal input ici. Donc ça va permettre ici de récupérer un signals pour mon produit. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est faire en sorte d'avoir toujours la même action. Pouvoir remplir mon formulaire avec mon signals. Sauf que si j'exécutais ici ce morceau de code directement comme ça allait casser. Parce que là, on est dans le constructeur et les inputs, ils sont pas prêts, en fait, dans le constructeur. Au moment d'exécution du constructeur. Par contre, ce qu'on peut faire un effect ici. Et en fait, la première exécution de l'effect, ça va être une fois que l'input, il est initialisé. Donc, on aura bien notre valeur. Et la fonctionnalité du effect, c'est que dès que le product ici change, dès que la valeur change, ça va réexécuter cette méthode. Et du coup, c'est parfait pour nous. C'est exactement l'équivalent du ngOnChange. Sauf que, je sais pas toi, mais cette syntaxe, elle est quand même beaucoup plus claire. Et en Angular 20, en fait, le effect, il est considéré comme stable. Maintenant, on va passer aux applications zoneless. Donc maintenant, il faut savoir que ce qui était considéré comme expérimental est passé en développeur preview, c'est-à-dire le fait de créer une application qui est zoneless. Et ça, tu peux t'en rendre compte quand tu vas essayer de créer une application Angular. Ici, si je vais dans mon terminal et que je vais faire un ng-new my-app avec la nouvelle version d'Angular 20, tu vas voir que la première chose qu'il va me proposer, c'est est-ce que je veux créer une zoneless application? Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je vais te montrer la différence qu'il y a entre une zoneless et une zone application. Donc là, voici un exemple où j'ai une application avec zone et une application sans zone. Donc là, dans l'application avec zone, quand tu vas dans le app.config, tu vois qu'on a le provide zone change detection. Donc ça, c'est ce que tu avais déjà dans tes applications Angular actuelles. Maintenant, quand on va dans l'application without zone et qu'on va dans le app.config, tu vois qu'on a maintenant le provide zoneless change detection. Et ça va avoir des impacts assez importants sur ton application. Donc là, je t'ai trouvé un exemple. En gros, j'ai dans mon app.ts ce code-ci. En gros, ici, j'ai un title en mode non signal, tu vois, c'est un attribut classique. Et là, j'ai un title en mode signal qui a comme valeur withZone.
Je fais en sorte d'utiliser le after every render pour afficher dans la console à chaque fois qu'il y a un render en fait de l'application Angular. Donc ça, c'est quelque chose aussi, c'est une fonction qui a été stabilisée en Angular 20. Et au bout de 3 secondes, ce que je fais, c'est que j'édite d'abord le thisTitle et après 6 secondes, j'update le title signal, tu vois, ici. Et je fais exactement la même chose pour l'application qui n'a pas de zone. Donc je te montre à gauche l'impact avec l'application avec zone. Donc c'est l'application classique que tu connais déjà. J'actualise ma page, on a des rendements au début. Au bout de 3 secondes, j'ai mon titre ici qui s'est mis à jour. Et ensuite, j'ai le titre signal qui s'est mis à jour. Et tu vois, en tout, il y a eu 4 rendements. Et là, à droite, on a maintenant l'application sans la zone, sans zone.js. Je dis sans zone, c'est un peu bizarre, mais sans zone.js. Donc là, je vais actualiser la page. Déjà, ici, on a un seul render qui se fait. Au bout de 3 secondes, il se passe rien, tu vois. Et au bout de 6 secondes, il se passe tout d'un coup. Et on n'a eu que 2 renders au bout du compte. C'est là qu'on voit qu'une application sans zone.js, il va falloir la coder différemment. En effet, tu vois bien que lorsqu'on initialise, lorsqu'on change la valeur de title, là, au bout de 3 secondes, mais quand tu n'as pas zone.js, ça ne met pas à jour ta page. En fait, quand tu n'as pas zone.js, Angular, lui, il va réussir à détecter des changements grâce aux signals. Donc, tu vas devoir vraiment utiliser une application quasiment 100% avec des signals pour bien l'utiliser. Mais déjà, en termes de performance, avec un exemple aussi simple, tu vois qu'ici, il y a eu 2 fois moins de render. Imagine sur une application énorme où tu as des rendements dans tous les sens, ça peut vraiment énormément booster les performances de ton application. Allez, maintenant, on va parler du nouveau style guide qu'il y a dans Angular 20. Il faut savoir que dans Refactoring Angular, dans le chapitre constructeur versus inject, je t'expliquais déjà que la meilleure manière d'injecter tes dépendances, c'était pas en utilisant le constructeur, mais c'était en utilisant la fonction inject. Pourquoi? Parce que la fonction inject, elle est plus explicite, elle est plus facile à lire, elle est utilisable dans tous les contextes de ton application. Donc par exemple, dans des functional guards, tu peux l'utiliser. Et en plus, ça te permet d'utiliser l'inférence de type pour être sûr que ton type, il est bon. Et donc maintenant, cette recommandation, c'est la recommandation officielle qui est dans la documentation d'Angular, qui nous dit de préférer la fonction inject plutôt que l'injection dans les paramètres du constructeur. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont ajouté une schématique pour faire cette migration automatiquement avec le ng generate Angular Core inject. Allez, maintenant, on passe au sujet qui fâche et j'ai hâte d'avoir ton avis en commentaire. Si tu lis le style guide d'Angular, voilà, tu te balades dans la documentation et tu peux voir des phrases comme ceci. Tu vois ici en bas, component named user profile as the name user-profile.ts. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire ton composant Angular qui a comme classe user profile a comme nom de fichier user-profile.ts. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque ou pas? Il faut savoir que depuis Angular 19 jusqu'à Jésus-Christ, c'est comme ça qu'on nommait nos composants. On faisait user profile component pour le nom de la classe et le fichier s'appelait comme ceci, user-profile.component.ts. Et maintenant, il nous propose de nommer nos composants ou d'autres choses, sans les suffixes. Et alors là, mec, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu en penses de ça. Je vais te montrer un exemple. Voici l'exemple dans une application où on a des features et on a la feature Movies pour gérer des films. Et là, tu vois, on a un movie service, un modèle, donc avec la classe, et ici, on a des composants. On a notre movie card ici, par exemple. Donc là, en fait, ici, tu vois, tu as le suffixe component ici, et aussi dans le nom de la classe. Et bien ça, du coup, maintenant, c'est censé ne plus être bon. On est censé enlever ce suffixe. Donc là, je suis censé renommer ça et enlever le component. Et voilà ce que c'est censé donner. Donc movie card sans le suffixe. Et ici, au niveau des noms des fichiers, pas le suffixe component. Et encore là, tu vas me dire, oh, ça va, c'est compréhensible. Pourquoi c'est compréhensible? Parce que là, tu vois qu'il y a le SCSS à côté et le .s. Mais des fois, tu as des gens qui utilisent qui utilisent le inline template, inline style. Du coup, tu n'auras même pas ces deux fichiers. Mais encore, ça va encore. Pourquoi? Parce que movie card ici, il est très bien nommé. C'est-à-dire, c'est très explicite movie card. Avec le mot card, tu sais que c'est quelque chose qui est affiché côté IHM. D'ailleurs, c'est une partie qu'il y a dans Refactoring Angular où je t'explique comment nommer de manière très explicite tes composants. Donc là, encore, ça va, il n'y a pas trop de problème. Par contre, maintenant, quand je vais arriver au niveau du service, si je renomme ça, effectivement, j'enlève mon suffixe service, hop, et là, du coup, j'ai une classe qui s'appelle movie, tout simplement. Alors là, déjà, j'ai un conflit. J'ai un conflit parce que un movie, j'en ai déjà un ici. J'ai mon interface qui correspond à mon film. Donc, comment je fais? Déjà, comment je fais, tu vois? Est-ce que ça va finir par utiliser le fameux suffixe i
qu'on voit depuis des années dans certaines applications, dans certains frameworks. Comment je fais? Est-ce que là, du coup, je suis censé appeler ça movie detail? Et du coup, ben ici, je vais renommer mon fichier parce que du coup, tu comprends que je peux pas faire movie.ts. Je vais devoir l'appeler movie detail. Est-ce que je dois faire ça? Mais du coup, ici, tu vois que j'ai un composant qui s'appelle movie detail. Mais lui, comment je fais? Je peux plus le renommer, en fait, lui. Le movie detail component, je vais pas pouvoir le renommer movie detail sans le composant. Parce que là, du coup, ben, je vais avoir un problème. C'est que là, j'ai movie detail. Et là, j'ai movie... Oups, ici, j'ai movie detail. Et là, tu vois, en fait, c'est vraiment la problématique, tu vois. C'est que, en gros, tu regardes ça, tu regardes ce code ici, ça, tu comprends pas. Tu comprends pas. Ici, on a l'impression que c'est un objet, tu vois, que c'est un modèle. On se dit pas que là, c'est un service. Et donc ça, c'est vraiment très spécial, cette recommandation. Ils disent pas explicitement, quand tu lis vraiment les lignes, ligne par ligne du style guide, ils disent pas explicitement, n'utilisez pas component, n'utilisez pas service ou quoi. Ils disent pas explicitement. Mais n'empêche qu'ils ont arrêté de l'utiliser. Et moi, je sais pas toi, mais je trouve qu'on perd énormément en lisibilité. Et en fait, il faut savoir que moi, ce que j'aimais avec Angular, ce que j'aime beaucoup, c'est sa structure. C'est tout est explicite. Tu travailles dans des composants, tu travailles dans des services. C'est vraiment très clair. Et cette structure, pour moi, c'est la force d'Angular. Et je trouve qu'on commence à la perdre en enlevant ces suffixes et cette clarté. C'est bon, tu as vu les nouveautés d'Angular 20, tu vois que ça pousse vraiment vers le nouveau control flow, vers les signals qui sont maintenant considérés comme stables, quasiment toute l'API considérée comme stable. Donc on va vraiment pousser vers là, vers des applications full signals, et d'où le zoneless aussi application qui fonctionne vraiment bien avec les signals. Et si tu veux aller plus loin pour simplifier tes applications Angular, je t'invite à aller voir Refactoring Angular, tu peux récupérer tes chapitres gratuits. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette version 20? Est-ce que c'est un gros truc ou est-ce que finalement on s'en fiche un peu? Sauf le style guide. Dis-moi ce que tu penses du style guide. Le fait de ne pas mettre ces suffixes. Ça vraiment, c'est très spécial. Bon, bref. Et du coup, abonne-toi aussi parce que je vais continuer à poster des vidéos sur Angular. Allez, salut, ciao.